J'ouvre tout de suite notre second débat consacré au risque de feu, de méga-feux cet été en France et dans les prochaines années. Le réchauffement climatique multiplie ces risques. Les moyens de la sécurité civile, en hommes, en femmes et en matériel, sont-ils adaptés à cette nouvelle donne? On en débat dans une minute, mais d'abord, on retourne en Gironde. Reportage là où près de 30 000 hectares avaient brûlé l'été dernier. Cécile Sixou s'est rendue à Biganos et à Belin-Bélier pour voir comment les élus et les propriétaires forestiers se mobilisent pour que ça ne recommence pas. Alors voilà, ce qui reste de notre belle forêt. Tout est détruit, tout est calciné. Les bois sont pratiquement tous évacués. Bernard Rablade ne réalise toujours pas. Il y a un an, de gigantesques brasiers ont emporté un quart de son exploitation. Face à ce paysage lunaire, le sylviculteur est amer. Faire à nouveau pousser ces arbres hérités de sa famille prendra 40 ans. Il espère que les incendies auront au moins permis une prise de conscience. On s'était un petit peu endormi en disant que il n'y avait pas eu d'événement aussi important que ça, mais voilà, la réalité nous a rattrapés. Donc maintenant la prise de conscience, il faut l'accélérer, il faut faire, comme on dit, plus vite et plus fort. Il faut vraiment que tout le monde, c'est l'affaire de tous. Voilà, la prévention, faire attention à la forêt, c'est l'affaire de tous. Pour prévenir les feux à l'approche des fortes chaleurs cette année, les propriétaires forestiers de Gironde, comme Bernard, vont être réquisitionnés pour effectuer des patrouilles. Dès que l'été va s'annoncer vraiment très chaud, là, on va mettre en place des équipes de patrouille sur le massif forestier pour informer tout le public qui s'y trouve. Il y a un risque prégnant et qu'il va falloir prendre des précautions. Le département a aussi reçu une aide de l'État pour installer des caméras de surveillance et aider les propriétaires à réhabiliter les pistes dans les forêts. Les aléas du temps l'avaient pas mal dégradé, donc on a remis en ordre, on a remis en état en totalité la partie roulante de façon à permettre au secours des pompiers d'accéder le plus rapidement possible sur des départs de feu dans la forêt. Une vigilance accrue, désormais nécessaire pour Bernard. On est obligé de monter d'un cran, on est obligé de remettre un petit peu ce qu'on appelle toujours la culture du feu, qui est plus ou moins perdue, qui a été plus ou moins oubliée, parce que ici, dans la région, il n'y avait pas eu d'incendie de cette grande ampleur. Contrairement sur la région PACA, en sud-est de la France, où c'est régulier, où malheureusement ça brûle assez souvent. Voilà, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri de grands incendies. La culture du feu est aussi revenue aux abords des villes. À Biganos, quelques kilomètres plus loin, Bruno Lafont, le maire, est désormais intransigeant avec ses administrés sur leur obligation de débroussailler. Là, ici, ça a été nettoyé. C'est-à-dire qu'ici, on a sorti toute la végétation, toutes les espèces arbustives qui pouvaient faire un combustible important pour le feu. Et là, ça n'a pas été fait et ça doit être fait dans les semaines à venir. Et ce n'est pas facile pour le maire de faire comprendre aux habitants cette réglementation. Comme le veut la loi, Marie-Louise doit débroussailler le terrain en face de sa maison, même s'il ne lui appartient pas. Elle va devoir payer un élagueur 1 000 €. Vous vous rendez compte, la somme qu'on va en avoir, Ouais. Je ne vois pas pourquoi on va les nettoyer chez un propriétaire, un terrain qui ne nous appartient pas. C'est complètement aberrant. La population, il y a une certaine réticence parce que la loi est mal comprise. Vous imaginez, j'habite depuis un certain nombre d'années, on ne m'a jamais demandé de faire ça. C'est parce qu'il y a ces incendies-là que le maire, tout d'un coup, se réveille. Et puis, il y a ceux qui habitent ici depuis des années et des années et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés d'aller nettoyer, alors que c'est pour leur propre bien. La future loi discutée au Parlement prévoit de relever les amendes à l'encontre de ceux qui ne respecteraient pas cette obligation. Bruno Lafont, lui, va certainement augmenter les impôts locaux pour que l'ensemble des habitants de la ville y participent. La France est-elle entrée dans l'ère des méga-feux? Nos moyens humains et matériels sont-ils adaptés? On en débat avec Françoise Vimeux. Bonsoir. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Anne-Catherine Loisier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sénatrice Union centriste de la Côte d'Or, gestionnaire de forêt et rapporteur de la proposition de loi qui vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Loi qui a été votée aujourd'hui au Sénat. J'accueille également Éric Boccardi. Bonjour. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. On va définir un peu ce que sont les méga-feux, est-ce que ça concerne la France ou pas, mais d'abord, je voudrais quand même qu'on réagisse à ce sujet, à cette scène
Alors moi, je ne connaissais pas cet aspect de la loi, qui est quand même surprenante, Anne-Catherine Loisier. Est-ce que c'est normal que cette dame doive débourser 1 000 € pour débroussailler un terrain qui n'est pas le sien ? Alors cette dame, elle doit débroussailler un périmètre identifié de protection, je dirais, autour de sa maison, qui est de 50 mètres. Et si en fait elle n'est pas propriétaire au-delà des 50 mètres, elle doit effectivement s'assurer que c'est quand même débroussaillé pour protéger sa maison. De la même manière, le propriétaire qui est en face, qui n'a pas de maison, à qui on va dire il faudrait débroussailler ton terrain parce qu'il y a une maison à côté qu'il faut protéger, il pourrait se poser la même question. Après, je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience vraiment de nos concitoyens, de la vulnérabilité aujourd'hui de leurs habitations quand elles sont entourées de végétation. Et que les pompiers, mais je pense qu'ils diront beaucoup mieux que moi, ne seront pas en capacité, en cas de gros incendie, de mettre un véhicule incendie derrière chaque habitation. Donc, dans leur intérêt, il vaut mieux qu'ils débroussaillent aux abords de leurs habitations. Alors après, on pourrait se poser la question d'une aide en fonction de oui, alors ça, capacité. on l'avait proposé. Voilà, est-ce que tous les Français ont les moyens de le faire ou pas? Bon, voilà. Nous l'avions proposé au Sénat, un crédit d'impôt, notamment pour le premier débroussaillage qui peut être conséquent et qui peut atteindre des sommes comme celles qui viennent d'être évoquées. Nos collègues députés n'ont pas jugé bon de nous suivre, mais nous reviendrons sur le sujet. Tout n'est pas passé en commission mixte paritaire, mais ça fait partie. Voilà. Pourquoi c'est si important, en quelques mots, le débroussaillement? On dit les deux, débroussaillage, débroussaillement? Le débroussaillement autour de chez soi est extrêmement important aujourd'hui. Parce que c'est du carburant pour le feu, quoi, c'est ça? Non seulement c'est du carburant, et puis la maison reste quand même un lieu de protection des familles, un lieu de protection de la vie de tout un chacun. Mais ça reste aussi, vous savez, l'année dernière, on a souvent employé le terme de défense de points sensibles. Et en fait, ce que l'on qualifie, nous, de points sensibles, ce sont tous les types d'infrastructures, que ce soit du domaine privé comme les maisons, que ce soit aussi du domaine public comme toute autre infrastructure, ou du domaine de l'entreprise. Et donc, on estime qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un devoir de protéger sa maison, sans mettre en danger déjà d'une part les sapeurs-pompiers, afin de mieux aussi les répartir sur l'ensemble de la ligne de front. Si on se concentre uniquement sur quelques maisons qui ne sont pas forcément débroussaillées, c'est que déjà on pallie. Et oui, c'est du monde et du matériel en moins ailleurs. Qui n'a pas été réalisé. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, face à cette extension des incendies et sur l'ensemble du territoire national, la ligne de front peut parfois atteindre des kilomètres et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ajuster, d'avoir une stratégie. On parle d'une aide financière, ce qui peut être intéressant, mais est-ce qu'il y a une aide aussi humaine ? Est-ce que celui qui ne sait pas comment faire, débroussailler, est-ce qu'on peut apporter une aide concrète aussi? Sénatrice. Alors, des aides financières, malheureusement, à ce jour, il n'y en a pas. C'est ce que nous déplorons. Et matériellement, il y a des professionnels. Il y a des entreprises de travaux forestiers, des paysagistes qui peuvent tout à fait faire ces travaux pour vous. Et là, on rentre dans des budgets qui sont différents. Allez, je reprends la main parce que je voudrais qu'on démarre quand même par le constat, Françoise Vimeux. Réchauffement climatique et risque d'incendie. Le lien, il est clair, il est réel. L'un augmente le risque, c'est ça, le réchauffement augmente les risques? Oui, bien sûr, il y a deux choses dans le changement climatique. D'abord, vous avez la température qui augmente. Et une température qui augmente, eh bien, ça exacerbe tous les processus d'évaporation. Donc, évaporation de l'eau du sol et évapotranspiration de l'eau dans la végétation. Donc, vous avez à la fois une végétation très sèche et un sol très sec. Et ça, évidemment, on comprend bien que ça facilite les départs et la propagation des incendies. Et puis après, il y a le deuxième facteur, c'est le déficit de pluie. Donc ça ne touche pas forcément toutes les régions. Mais quand vous avez un déficit de pluie qui vient s'associer à des températures particulièrement élevées, c'est vraiment le cocktail, je dirais, sans être cynique, parfait. Et en 2022, le Haut Conseil pour le climat vient de nous le dire, l'anomalie de température de l'année, c'est 2,9 degrés. C'est un ovni climatique. C'est ce qu'on attend pour l'horizon. Plus 2,9 degrés par rapport au début du XXe siècle. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on attend pour l'horizon 2050-2060. Donc on est en avance sur les prévisions. Alors on espère que c'est un ovni climatique, on espère qu'on n'est pas trop en avance, mais là on voit qu'on a eu vraiment des températures très élevées et surtout longtemps, 33 jours de vagues de chaleur. Éric Brocardi, est-ce qu'on peut parler en France de méga-feu ou pas ? Alors, cette notion de méga-feu, elle a tendance à être un élément assez anxiogène sur les bandeaux et assez spectaculaire et qui est utilisé de manière très médiatique, on va dire. Simplement, nous, au niveau des sapeurs-pompiers de France, comme de l'ensemble des pompiers dans le monde, on essaie de quand même limiter cette notion de méga-feu à un véritable, on va dire, phénomène qui est lié à 3 facteurs très forts. C'est déjà, d'une part, ses conséquences, on va dire, sur directement la population ou toute activité socio-économique. Est-ce que le feu va avoir une conséquence sur l'activité humaine ou l'activité d'une entreprise ou tout un bassin d'entreprise ou d'une ville? Le deuxième point, c'est est-ce que nos moyens de lutte sont aujourd'hui suffisants ou dans ce cas précis d'un méga-feu, les moyens seront-ils suffisants pour pouvoir lutter et éviter de se faire déborder?
Et le troisième point, c'est aussi le feu en lui-même, c'est-à-dire son intensité, sa manière de pouvoir progresser, soit par la vitesse de propagation, soit la manière tout simplement dont il va se générer tout seul, avec la formation notamment de ce que l'on voit régulièrement, c'est la formation de pyrocumulonimbus dans le ciel, qui va permettre à un moment donné d'avoir son propre climat à l'intérieur du feu et qui va le pousser tout seul vers l'avant. Alors ça, Grégory Allione, qui était entendu ici au Sénat il y a un peu plus d'un an, c'était le 15 juin 2022. À l'époque, il était président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il décrivait là ces feux hors normes qui dépassent l'entendement. Ce sont ces mots. Nous étions encore avant-hier dans le Gard pour des feux qui dépassent l'entendement alors qu'il y avait très peu de vent. Quand je dis qu'ils dépassent l'entendement, c'est qu'ils dépassent les 1 hectare et qui forcément on se retrouve sur des 10, 20, 30, 100 hectares très rapidement et qui dépassent ce que j'appelle des feux à taille humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils prennent une telle intensité, une telle intensité en matière de température que vous l'avez entendu, s'il n'y a pas de séparation, s'il n'y a pas de coupure de végétation entre la forêt et les éléments de lutte, on ne peut pas aller au contact, tellement ils sont puissants. Et je pense que notre collègue chercheur pourra vous indiquer, mais les puissances se situent dans l'ordre des mégawatts. C'est des centrales nucléaires qui se déplacent. Des centrales nucléaires qui se déplacent. Voilà ce que disait Grégory Allione l'an dernier. Anne-Catherine Loisier, je rappelle que vous êtes gestionnaire de forêt. Est-ce que comment réagit un arbre quand il est en manque d'eau, ce dont on parlait à l'instant, et qu'un incendie se déclare? C'est-à-dire que ça devient un accélérateur d'incendie, ça doit dépendre des espèces, j'imagine, mais comment ça se passe? Oui, alors en fait, les forestiers observent déjà depuis plusieurs années ce phénomène, et avec des sécheresses cumulées, et donc ils ont vu les arbres s'affaiblir et certains dépérir massivement. Il y a un autre facteur d'accélération du feu qui est effectivement les massifs très dépérissants aujourd'hui. On parle beaucoup des Vosges, on parle beaucoup du Jura, même en ce moment, la situation est très inquiétante parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec des arbres morts, donc qui n'ont plus l'humidité et qu'il n'y a plus l'humidité sur la parcelle pour essayer de prévenir un petit peu un départ d'incendie. Donc il y a tout un travail en fait de sylviculture qui transparaît au travers des propos de M. Allione et même d'anticipation. On le voit sur les coupes, on l'a vu beaucoup avec les coupes tactiques. Mais l'enjeu, nous, c'est quoi une coupe tactique? Bon, enfin, le pompier en parlerait mieux que moi, mais nous sur le terrain directement des interventions, on procède à des feux tactiques, donc créer ce qu'on appelle un contre-feu pour limiter justement l'extension du sinistre en créant volontairement un feu pour éviter qu'il y ait plus de combustible que cela pour le feu afin d'éviter qu'il avance. C'est plus compliqué avec le réchauffement climatique parce que les arbres. Je pose des questions mais aussi, les arbres brûlent beaucoup plus vite. L'idée, c'est que c'est fait déjà par des spécialistes en la matière qui permettent justement, en fonction du vent, en fonction de l'orientation du feu, de pouvoir allumer à tout instant un incendie qui va créer une ligne de front directement. Et lorsque le feu va venir, il va s'éteindre ou va ralentir sa progression parce que justement, il n'aura plus de combustible, il n'aura plus à manger. Et donc, à partir de là, les coupes tactiques, effectivement, ça permet, on va dire, de défigurer quelque part un petit peu les massifs forestiers, mais pour une meilleure protection. Pourquoi je dis défigurer? C'est parce que, vous le savez, dans le sud de la France, notamment dans le sud-est, on a une culture de l'incendie feu de forêt qui est suffisamment forte et conséquente au regard des claque, entre guillemets, pour reprendre les propos parfois de Grégory Allione, suite justement à de nombreux incendies dans les années 90 et au début des années 2000, qui ont permis de comprendre les enjeux, on va dire, d'un aménagement du territoire. Ouais. Et donc, en l'occurrence, de créer des pistes DFCI, de défense de forêt contre l'incendie, en l'occurrence, de créer aussi des zones pyrorésistantes, vont permettre justement de ralentir la progression des incendies, de mieux protéger les sapeurs-pompiers et aussi la population qui parfois est là en touriste. Et alors ce qui se passe, Françoise Imeux, c'est qu'il va peut-être falloir dupliquer finalement cette expérience, ce modèle des départements du Sud et du Sud-Est à des départements du Nord, de la Bretagne. Enfin bon, voilà, il y a des régions où on ne parlait pas beaucoup, pas souvent de feux de forêt l'été, et ça y est, ils y sont confrontés. Ah oui, en fait, on voit les projections du risque incendie, elles remontent vers le nord de la France. Elles s'étaient cantonnées plutôt au sud, au sud-est, au sud-ouest. On voit aujourd'hui qu'il y a un risque qui apparaît dans des régions où il n'existait pas. Alors je pense par exemple au massif forestier autour d'Orléans, ou même dans le Jura ou en Bretagne. Et ça, c'est lié vraiment aux températures qui augmentent et puis au déficit de pluie que l'on voit se dessiner
année pour la période estivale. Dans les projections climatiques, c'est très clair. Sur tout le territoire, donc en fait, c'est tout le territoire qui s'assèche, avec bien sûr un déficit plus prononcé sur le pourtour méditerranéen. Et bien sûr, ce déficit de pluie, il est associé au degré de réchauffement. Allez-y. Je voudrais juste répliquer parce que je pense que le terme dupliquer n'est pas forcément adapté puisqu'en fait, il n'y a pas une forêt. Toutes les forêts de l'Hexagone ne ressemblent pas aux forêts de Gironde ou du Sud. Et nous, dans notre stratégie, il y a définir une stratégie interministérielle, avoir un cadre d'action, mais ensuite mobiliser les acteurs des territoires à l'échelle des SDIS, des départements, des régions, pour qu'il y ait une adaptation en fait, et des réponses qui soient adaptées en fonction des acteurs. Et ça, c'est très important. Alors justement, on va en parler de cette loi qui a été votée ce jeudi au Sénat grâce à Tam Tranui. Rebonsoir Tam. Donc il y a eu d'abord une proposition de loi et elle a été adoptée, je crois que c'était hier par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui par le Sénat. Dites-nous tout. Adoption effectivement à l'unanimité ce matin au Sénat et donc texte définitivement adopté par le Parlement puisque vous l'avez dit, les députés ont hier donné leur feu vert. Alors que propose ce texte ? Eh bien tout d'abord toute une stratégie nationale et territoriale qui repose sur deux jambes, d'une part le renforcement de la prévention et d'autre part le renforcement des outils de lutte contre un risque de plus en plus intense. Et le texte prévoit notamment deux mesures très grand public. Elle prévoit d'interdire dans la loi de fumer dans une forêt exposée à un risque incendie. Et notez que le jet de mégots est explicitement concerné par les causes qui sont sanctionnables pénalement. Et puis elle prévoit aussi de renforcer, vous en avez parlé, les obligations de débroussaillement avec une aggravation de sanctions pénales et administratives en cas de non-respect. Alors, si les sénateurs et sénatrices ont adopté ce texte, ils ne sont pas entièrement satisfaits. Et oui, parce que le nerf de la guerre, ce sont souvent les cordons de la bourse, voilà, Bercy, car les sénateurs souhaitaient aller beaucoup plus loin, notamment sur la mise en place de dispositifs fiscaux incitatifs qui ont été retirés du texte final, qui n'ont pas résisté à la réunion entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire. Les sénateurs voulaient par exemple que les collectivités aient droit à des réductions de cotisations patronales lorsqu'elles mettent à disposition des sapeurs-pompiers volontaires qui sont leurs employés. Et cela ne se retrouve pas dans le texte final. Ce sont des, je cite, considérations budgétaires court-termistes, ont dénoncé de nombreux sénateurs. Autre abandon marquant le crédit d'impôt que les sénateurs souhaitaient pour ceux qui s'acquittent de leurs obligations de débroussaillement, et alors qu'aujourd'hui seulement 30% de ces travaux sont faits en France. Ce sont des travaux qui peuvent coûter cher, on l'a entendu, aux particuliers qui donc ne le font pas. Des sujets qui vont être sans doute redébattus au Parlement à l'automne prochain lors de l'examen des projets de loi de finances. Est-ce qu'on peut dire pour autant, Tam, que ce texte manque d'ambition ? C'est un texte qui va moins loin que ce qu'avaient préconisé les sénateurs initialement. Le rapport qui avait servi de base à tout cela, à ce texte, avait été remis en août 2022, après un été marqué en France, on se le rappelle tous, par les incendies gigantesques dans les Cévennes, les Bouches-du-Rhône, mais aussi la Bretagne, ou encore, bien sûr, la Gironde. La gauche, par exemple, voulait un plan de préservation des forêts, elle voulait l'arrêt de la monoculture avec l'histoire du pin des Landes qui est plus exposé aux incendies, ce qui a sans doute joué lors du feu de l'été dernier. Du coup, ce matin, le Sénat a voté à l'unanimité, mais chaque groupe quasiment a eu un regret, a parlé de textes inachevés, d'occasions manquées, de votes à contre-cœur, tandis que la planète brûle, les parlementaires ne regardent plus ailleurs, mais sans doute que certains ne voient pas assez loin. Pour reprendre la formule de Jacques Chirac en son temps. Merci beaucoup. Tam, il y a un élément sur lequel je voudrais vous entendre, Éric Brocardi, sur le fait que les employeurs puissent mettre à disposition les sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi c'est majeur ? D'abord parce qu'il y a une grande majorité de volontaires dans le corps des sapeurs-pompiers. Il faut expliquer ça. 80%. 80%, voilà. Sur les 250 000, c'est presque 187 000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc ce sont d'abord des volontaires qui ont souvent un travail. Et donc ça veut dire qu'en termes de moyens humains, vous êtes souvent bloqué par ça ? Aujourd'hui, on est sur un sujet de crise de disponibilité. On travaille beaucoup sur l'attractivité en tant que telle pour s'engager en tant que pompier volontaire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les territoires justement pour engager le volontariat vraiment vers quelque chose de plus prégnant, de plus fort. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est sur un sujet de disponibilité parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre d'avoir des sapeurs-pompiers qui soient à tout moment déclenchés et libérés de leurs obligations professionnelles en contrepartie, justement, un remerciement. Alors ça a été effectivement adopté dans cette loi au travers justement des charges de cotisation patronale qui sont
on va dire, compenser, soit de 2500, soit vers un plafond de 10 000 euros sur l'ensemble des pompiers. Donc ça fait en gros près de 5 sapeurs-pompiers volontaires à libérer par structure. Donc je pense que déjà dans un premier temps, dans le domaine privé, parce que cela concerne le domaine privé, on est déjà sur une première phase. Néanmoins, on est tout à fait d'accord aujourd'hui pour effectivement reprendre les propos qui ont été dits tout à l'heure, d'aller un peu plus loin, parce qu'on sait pertinemment... Parce qu'il va falloir beaucoup plus de pompiers volontaires à l'avenir. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, un des plus gros employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, ce sont les collectivités territoriales et locales. Et je vous rappelle aussi une chose, c'est que je fais le lien aujourd'hui avec ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Août 2022, le feu de Vorep en Isère. Personne ne connaissait Vorep. On apprend aujourd'hui le nom de ville ou village parce qu'il y a des incendies dans ces milieux-là et c'est là où en première réaction et intention, on va solliciter le volontariat. Et le volontariat dans ce genre de situation géographique, c'est la première ressource essentielle. Et le lien indéfectible avec les élus, les collectivités territoriales doivent se retrouver justement dans le fait d'étendre cette... Donc vous lancez un appel aux collectivités territoriales pour qu'elles libèrent un peu les pompiers volontaires plus facilement. Bon, j'entends l'argument. Hein. Voilà. Oui, non, mais en plus, les salariés des collectivités locales, comme d'ailleurs les salariés privés d'un territoire, ils connaissent le territoire. Ils connaissent bien le territoire. Et quand il faut intervenir en cas d'incendie dans l'urgence, c'est quand même un élément majeur. Après, je voudrais dire simplement, c'est que déjà, les collectivités territoriales mettent majoritairement, en fait, elles sont très nombreuses à signer des conventions, en fait, avec les SDIS, où elles mettent à disposition leurs salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un employé dans vos services techniques, aux affaires sociales, qui d'un coup va partir, et va aller en intervention. Donc le service public sera suspendu. Donc c'est une charge en fait très importante aujourd'hui pour les collectivités. Et nous, notre démarche, elle était déjà de soutenir l'effort qui est déjà réalisé. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de collectivités, mais elles le font à leur coût entier. Et demain, compte tenu de la situation des collectivités, on peut être confronté à certaines collectivités qui disent moi, je vais plus pouvoir signer la convention de mise à disposition. Allez, je voudrais vous entendre sur un autre aspect de la loi. Tam en a parlé, c'est le plus médiatique, cette interdiction de fumer dans une forêt exposée au risque incendie. Bon, ça peut sembler du bon sens, sauf que manifestement, il y a besoin d'une loi pour faire passer le message. Comment ça va se passer? Ce sont les préfectures qui vont désigner les zones concernées? Il y a tout un travail aujourd'hui qui se fait avec les commissions de sécurité dans les départements pour établir les massifs à risque. Et les communes forestières, par exemple, sont aussi mobilisées pour mettre des affichages de manière à ce qu'une personne, un touriste qui arrive... Et est-ce que l'affichage, ça suffit? Il y a plein de dispositifs qui vont Les dispositifs, on est en train de transformer la parole politique et les enjeux politiques avec des actions pragmatiques à 2 jours du Tour de France où on va distribuer près de 1,5 million de cendriers de poche. Pourquoi? Parce que le cendrier de poche est un symbole au travers du mégot. Ça fait partie aujourd'hui des enjeux d'un acte de négligence aujourd'hui que l'on doit résoudre pour éviter l'extension du nombre d'incendies. Pourquoi on fait cela? C'est déjà pour répondre à une mesure extrêmement symbolique et vous l'avez très bien souligné. Deuxièmement, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aujourd'hui les moyens de pouvoir prévenir face à ce risque-là, hormis de distribuer, de prendre en compte ce type d'objet, parce qu'aujourd'hui, dans les voitures, vous n'avez plus de cendrier. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens fumer dans la rue, il ne faut pas stigmatiser que sur les fumeurs, mais il y a des gestes aujourd'hui qu'il va falloir modifier, au même titre qu'aujourd'hui. Quand on jette dans une poubelle en plastique une bouteille, il est clair qu'on fait un acte où on a un sens particulier parce qu'on fait le tri dans une responsabilité écologique qui est forte à notre niveau à nous. Donc il est évident qu'aujourd'hui, face à ces enjeux-là, il est évident de répondre. Et le Tour de France aujourd'hui va être une fête populaire. La Fédération nationale met en place un autocar avec un programme dédié pour les comportements qui sauvent. Donc on essaie de répondre par rapport à cela. De l'information, de la pédagogie et vous distribuez les petits le ministère de la Transition écologique vient aussi sur le sujet. Donc on est vraiment en phase là-dessus. Mais il pourra y avoir des sanctions. Oui. Si quelqu'un est pris en train de fumer dans une forêt, placé à risque. La sanction est importante, mais l'incitation... C'est quoi, une contravention? Oui, alors je n'ai plus le détail, mais elle a été doublée et non, c'est une sanction importante. Mais ce que je voulais dire, c'est que là aussi, dans les départements, les commissions de sécurité ont un volet communication et pour répondre à la question de madame, elles adaptent tous les moyens du territoire, si c'est traversé par une autoroute, enfin voilà, elles vont diffuser et mettre en place un programme de communication qui sera vraiment adapté au territoire. Dans les moyens qui sont mis en œuvre, qui existent déjà pour anticiper les risques, il y a la météo des forêts, c'est un nouveau dispositif qui est né à la suite des incendies de l'été dernier. On va écouter la présentation, vous parliez de Christophe Béchu, de la présentation du ministre de la Transition écologique. L'enjeu, c'est donc, à partir du début du mois de juin, que tous les jours, les médias puissent avoir à disposition une carte de météo des forêts. En mettant une carte tous les jours pour dire attention,
l'humidité des sols, la sécheresse sur des végétaux, morts ou vivants, le peu de pluie de ces derniers jours, la force des vents font qu'on a un risque élevé ou très élevé. On pense que ça va contribuer à faire en sorte que chacun soit attentif et à mieux comprendre les décisions qui pourront être prises localement par les autorités pour interdire des balades en forêt quand les risques sont trop élevés. Françoise Vimeux, est-ce qu'on peut déjà évaluer, juger l'intérêt de cette météo des forêts ? Je crois qu'il y a un intérêt absolument évident. D'abord, c'est la sensibilisation. Et la pédagogie, c'est répété tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, si on a un bulletin météo où on explique d'abord qu'il y a un risque et que ce risque est plus ou moins fort avec ce code couleur qui est vraiment intuitif et très compréhensif, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre pour savoir que c'est efficace. Et après, ça vient quand même combler une grosse lacune que l'on a en France, qui est que, de manière générale, on n'a pas la culture du risque. On ne nous apprend pas à réagir au risque, on nous apprend pas c'est quoi la vulnérabilité, et ça concerne pas que les incendies. Je pense à tous les événements extrêmes météorologiques qui augmentent en fréquence et en intensité avec le changement climatique. Ça peut être des inondations, on va pas chercher sa voiture dans un parking en sous-sol quand l'eau monte. Donc c'est toute cette culture du risque qui, à mon avis, devrait aussi être dans les écoles. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on est, alors je suis encore au présent, je sais pas si un pays tempéré, de climat tempéré, et que finalement on avait moins l'habitude que d'autres, je pense aux pays, par exemple aux États-Unis, au Canada, des événements extrêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il y a une tempête de neige aux États-Unis, personne ne sort, ça fait des générations et personne ne va prendre le risque de sortir. Évidemment. En France, on a tendance à se dire parfois, je peux continuer à vivre comme si de rien n'était. Votre avis là-dessus, et je vous donne la parole juste après. Évidemment, à l'exception de nos outre-mer où on a un risque qui peut être volcanique ou sismique, ça c'est absolument évident. Et puis, je pense que jusqu'à l'été 2022, à peu près tout le monde ne se sentait pas concerné par les impacts du changement climatique. On n'avait pas bien compris qu'on était aussi impacté de manière diverse et variée. Et depuis l'été 2022, je trouve quand même que les mentalités ont évolué et il y a plus de sensibilité à ce qui se passe au niveau environnemental. Éric Boccardi, vous le ressentez, ça ? On le ressent parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est 35 000 communes en France. C'est 2 tiers de ces communes qui sont au moins impactées par un risque majeur. Donc c'est assez conséquent. Et on voit aujourd'hui que le nombre de risques naturels ont été multipliés par 5 en 15 ans. Les habitants le savent ou pas ? En fait, ils peuvent le savoir, mais on leur propose des outils qui sont peut-être pas forcément adaptés, parce que c'est vrai qu'il y a des DICRIM, il y a tout ce genre de moyens aujourd'hui avec des acronymes qu'on peut avoir accès directement sur Internet. Les pompiers, vous adorez les acronymes. On adore ça, nous, et tout le monde adore ça. Mais le problème, c'est que, vous voyez, dans cette compréhension-là, c'est difficile de le rendre accessible aux concitoyens et de prendre l'environnement et son enjeu en termes de risque. Donc il est évident qu'aujourd'hui, la météo des forêts, c'est génial. Pourquoi ? Parce que déjà, on apprend son territoire. 2, la semaine dernière, il y a 15 jours de cela, quand il y a eu un risque important dans les Vosges, 3 ou 4 appels médiatiques dans la foulée pour me dire mais comment ça se fait qu'il y a un risque modéré dans les Vosges et on soit au vert dans le sud de la France. Je dis mais ça on le connaît depuis très longtemps chez nous, sauf que là aujourd'hui vous le constatez. Donc il y a un sujet aussi qui est un enjeu, c'est comment on va pouvoir répondre sur l'ensemble du territoire national à tous ces enjeux face aux risques. Et aujourd'hui le premier maillon qui va permettre de nous aider à lutter contre l'ensemble de ces enjeux de dérèglement climatique, c'est le concitoyen, en s'appropriant son territoire et en mieux s'éduquant en formant. Je rappelle d'ailleurs que le 13 octobre, c'est la journée de la résilience. Et c'est pas pour rien que ça a lieu, c'est justement pour avoir des réponses à une notion d'attitude et de comportement face aux dangers. Et alors, il y a une question qui se pose, c'est de l'adaptation de nos moyens humains, matériels à ces nouveaux risques. Est-ce qu'il faut, par exemple, créer un ministère de la sécurité civile ? On va en parler dans un instant. Mais Laetitia, on s'est d'abord posé la question d'identification de celui ou celle qui porte ce dossier des feux hors normes, là. Oui, écoutez, je me suis la supposée toute l'après-midi et je peux vous dire que pour l'instant, il n'y a pas une personne, un ministre dans le gouvernement qui serait l'incarnation de ce combat contre les feux ou les méga-feux. Alors, pour l'opérationnel, vous le savez, monsieur, bien sûr, c'est Gérald Darmanin qui est le référent des pompiers et qui vont se battre contre les feux. Et puis, on l'oublie souvent, mais nous l'avons montré sur Public Sénat, il y a Christophe Béchu
qui est le ministre de la Transition et qui, normalement, si on regarde vraiment sa feuille de route, je pense qu'il est de façon cohérente en charge de ce dossier. Mais c'est vrai qu'il est encore très peu connu. Le déficit de notoriété, ça peut être un gros handicap en politique et il est peu identifié sur cette cause, Christophe. Et alors, dans le comportement de l'exécutif, on peut dire que tout le monde ne lui facilite pas la tâche, c'est ça ? Et non, à commencer par le président de la République qui, lui, a décidé d'incarner ce combat contre les méga-feux. Et par exemple, il y a 3 semaines, c'était début juin, Emmanuel Macron était en déplacement dans le Gard et c'est lui qui a détaillé le dispositif de prévention et les moyens humains et matériels avant que ne débute la saison estivale. On l'écoute. Les moyens, je le disais, on a beaucoup monté en capacité ces dernières années, mais ils ont été encore renforcés pour l'été 2023. Nous passons de 38 à 47 appareils. J'ai vu donc une partie des hélicoptères qui, depuis quelques jours, sont pleinement mobilisables et que c'était un des engagements de l'été dernier. Et un centre de coordination des moyens aériens a été mis en place ici à Nîmes. Et donc nous continuerons la montée en puissance des moyens aériens. Alors, est-ce qu'on peut dire simplement, c'est le président qui se charge de ce dossier des méga-feux ? Non, ce n'est pas si simple, Thomas, parce que s'il ne se chargeait que de ce dossier, mais il se charge de beaucoup d'autres dossiers, et donc c'est difficile après de vraiment d'identifier la personne qui va l'être. Mais par exemple, si Christophe Béchu n'est pas le ministre qui prend en charge la communication et toutes les communications sur l'écologie, on aurait pu imaginer une Elisabeth Borne. Je vous rappelle qu'elle a quand même été nommée à Matignon avec cette promesse, ce volet écologie qui revenait à la première ministre. Donc pourquoi pas une Elisabeth Borne sur le terrain en cas de catastrophe climatique, pour aussi les communications des mesures prises contre les feux. Finalement, en voulant prendre ce projet, encore une fois, ce dossier à bras-le-corps, Emmanuel Macron se rajoute un peu de travail et surtout ne rend pas si clair que cela la communication et le combat du gouvernement contre ce problème. Est-ce qu'il faut, Éric Boccardi, créer un ministère de la sécurité civile ? Et si oui, qu'est-ce que ça changerait ? Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, quand on débat sur le thème de l'incendie, mais plus largement le dérèglement climatique, avec derrière les enjeux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le comportement à avoir lorsqu'il y a des inondations, je pense qu'on touche différents domaines. On touche l'éducation, on touche le risque et on touche nécessairement aussi le climat. Donc quand on touche ces 3 spectres assez intenses et assez piliers aujourd'hui dans l'organisation, on va dire au sens large politique et du gouvernement, on se dit qu'effectivement, une place en haut lieu au plus près du Premier ministre permettrait justement d'être assez cohérent sur une politique globale par rapport à ces enjeux. Je pense que le niveau on va dire, d'intérêt qu'ont aujourd'hui les concitoyens aussi, tout le gouvernement et les personnalités politiques sur les enjeux, n'est plus à démontrer. Il y a un consensus, il faut le dire. Quand on voit aujourd'hui que au travers de la CMP, il y a quand même une certaine unanimité sur l'avancée. Voilà, pardon, j'adore les acronymes, vous l'avez dit tout à l'heure. Sur la commission mixte paritaire, on voit qu'il y a quand même une issue assez large et assez unanime. Il faut le reconnaître, même si effectivement on n'est pas allé voir plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu sur lequel ça serait aujourd'hui assez aisé et compréhensible d'avoir justement une clé de voûte nécessaire pour pouvoir engager des réflexions à la fois dans l'éducation, le risque et la réponse. Françoise Vimeux, votre avis là-dessus, sur finalement un ministère dédié, si je simplifie, surtout si on se projette à horizon 15 ou 20 ans. Non, mais c'est un ministère de l'adaptation au changement climatique. Il faudrait, c'est ça en fait, le mot-clé, c'est l'adaptation. On sait qu'il faut mener en parallèle à la fois l'atténuation de nos émissions, parce qu'on n'arrivera pas à s'adapter à des degrés de réchauffement qui vont dépasser 2 degrés en global, c'est-à-dire 3 degrés pour la France hexagonale. Et l'adaptation... Alors, le rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti hier le dit, on n'est pas prêt. L'année dernière, on était en limite. On a mis tous les moyens sur les feux. On était en limite. On y est arrivé juste. Ça va pas s'arranger. Le matériel, ça était en limite. Bien sûr. Et ça va pas s'arranger. Et si jamais il y a des méga-feux, en même temps que dans une autre région, il y a des inondations terribles avec des orages et des pluies torrentielles terrifiantes. Ça allait arriver l'année dernière dans le cadre justement fin août 2022, incendie juste derrière un volet de tempête en Corse. Donc ça veut dire qu'on y était sur une réponse polymorphe, on va dire, en termes de gestion de crise. Exactement. Et là, l'adaptation, elle ne doit pas être réactive, c'est-à-dire ça ne doit pas être du coup par coup, ça doit être une adaptation transformative, structurelle. Anne-Catherine Loisier, est-ce que dans la loi, il est prévu aussi, parce qu'on a vu le dossier prévention qui est très important, est-ce qu'il est prévu aussi des moyens supplémentaires ?
Oui, alors d'abord, je voudrais quand même me permettre de répondre sur ce sujet qui est forcément un sujet très, très politique et qui a suscité beaucoup de débats. Moi, je pense qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Je pense que le sujet de la création d'un ministère de la gestion des risques et des crises, il s'impose de plus en plus et à mon avis, on va y arriver. Après, la stratégie d'adaptation au changement climatique, elle touche aussi d'autres secteurs. Voilà, ça va être l'agriculture, la forêt. Voilà. Nous, dans notre projet de loi, on sollicite vraiment une stratégie interministérielle parce que ça, je pense que c'est important, en tout cas, que les ministères abordent les choses de manière croisée. Sur les moyens, oui, il y a d'abord, déjà avec les moyens actuels, comment faciliter la gestion. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent aux pompiers, un certain nombre d'exonérations. Il faut déjà fluidifier l'existant, et puis après se projeter effectivement sur des moyens aériens. Mais on en a parlé tout à l'heure, des moyens humains. Moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui sont des moyens humains, parce que les avions, à ma connaissance, ils ne circulent pas la nuit. Donc on a vraiment besoin de moyens humains sur le terrain, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette la priorité, à mon sens, pour répondre aux feux qui sont là et qui sont là toute l'année maintenant. Qui sont là toute l'année, qui sont là dans des régions où ils n'étaient pas avant. Je renforce aussi ce qui vient d'être évoqué, c'est que on parle aujourd'hui du risque et du dérèglement climatique et derrière ces enjeux pour défendre les territoires. Mais au quotidien, les sapeurs-pompiers, c'est 80% des missions de secours d'urgence aux personnes. Donc cela veut dire qu'à côté de cela, il y a toujours les interventions du quotidien qui passent sous éco-radar, mais qui, comme a été très justement souligné, ont besoin aujourd'hui d'être renforcés en moyens humains parce que les véhicules seuls ne peuvent pas rouler. Donc il est évident qu'aujourd'hui, il va falloir en même temps agir sur le domaine du dérèglement climatique, tout en conservant notre capital aujourd'hui de réponse et de distribution des secours à raison d'une intervention toutes les 7 secondes en France. Alors, on va se projeter dans l'avenir. On disait à horizon 15-20 ans. Écoutez, cet ingénieur spécialisé dans l'étude des forêts méditerranéennes, lui aussi était auditionné au Sénat, c'était au mois de juin dernier. Il s'appelle François Pimon. Bon, c'est plutôt pessimiste. Pour faire simple, en 2050, on attend une augmentation des surfaces brûlées sur la zone sud-est d'environ 80%. Et à la fin de siècle, ça dépend énormément des scénarios d'émissions qui seront suivis à l'échelle globale. Mais dans les scénarios pessimistes, on serait sur un triplement des activités de feu, donc sur les nombres de grands feux, 200 hectares, et sur les surfaces brûlées. Donc avec une accélération vraiment notable, alors que sous scénario 4.5 de réduction des émissions, on serait sur une stabilisation autour des plus 80% dont j'ai parlé avant. Bon, il y a beaucoup de chiffres, mais moi, ce que je retiens, c'est attention, si on ne fait rien, les surfaces brûlées dans le sud-est, ça va augmenter de 80%. Alors, on va essayer d'être un peu plus positif. Est-ce que c'est une fatalité ? Ou est-ce qu'il y a des moyens d'éviter cette évolution ? Alors, en fait, on sait que jusqu'à 2040, le climat, enfin le réchauffement, il est déterminé par nos activités passées. D'accord. On a la main sur la deuxième moitié du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop la main sur la température à horizon 2040-2050. En revanche, on a la main sur la température à horizon 2100. Quand on sait qu'en 2100, a priori, avec les trajectoires actuelles que l'on suit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'été 2022 sera un été froid, ça glace. Donc là je crois qu'il faut dire que non seulement on a la main sur la deuxième partie, qu'on sait comment faire. C'est-à-dire qu'on a un problème, mais on l'a quand même bien étudié et on connaît les solutions, secteur par secteur, territoire par territoire. Donc je trouve que oui, d'ailleurs, ça commence à se mettre en place. On peut considérer que ça ne va pas assez vite. Il y a tout un débat politique et sociétal d'ailleurs là-dessus. C'est un débat technique et scientifique. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Il y a des adaptations qui ne peuvent pas se mettre en place en quelques semaines. L'adaptation à la sécheresse pour le secteur agricole, c'est pas possible en quelques semaines. Donc ça, c'est de la technique. Donc là je crois que c'est important de rester optimiste, de rester positif, parce que la situation elle est plutôt favorable malgré tout, mais on prend pas le chemin qu'on devrait prendre pour limiter le degré de réchauffement. Et encore une fois, rappeler que l'adaptation, elle devient complexe, voire impossible dans certains territoires, pas uniquement pour les incendies, au-delà d'un certain degré de réchauffement. Anne-Catherine Loisier, vous parliez de ce qu'on peut faire. Si on se reconcentre là sur les forêts, par exemple, on peut planter de nouvelles espèces, variées. Il y a des espèces qui sont plus résistantes, plus adaptées au réchauffement. Ça fait partie des pistes. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que certes, les forêts vont être plus vulnérables, mais le feu, il prend rarement tout seul. Donc on revient au débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire la culture du risque, la surveillance des forêts aussi. Il y a un gros effort qui va être fait par l'ensemble des forestiers pour plus de surveillance, une plus grande vigilance pour réagir rapidement.
rapidement et éviter que le feu se propage. Donc tout ça, ce sont des outils qui sont à nos mains et nous pouvons agir. Et après, effectivement, il y a comment rendre les massifs forestiers plus résilients, donc avec des choix d'essence adaptés, avec aussi des dessertes pour y aller plus rapidement. Donc tout ça, ça fait partie du travail qui est mené avec les chercheurs d'ailleurs, les chercheurs de l'INRAE et autres, pour acquérir des connaissances, parce qu'en fait, on se projette là dans un futur qu'on ne connaît pas, et donc quel type d'essence on va pouvoir effectivement installer, comment on va aussi répondre aux besoins de notre société en matériaux bois, parce qu'effectivement, derrière tout ça, il y a un enjeu carbone, et si on n'a plus de matériaux bois, ça posera d'autres questions. Donc, il faut concilier cette multifonctionnalité de la forêt et la rendre en même temps plus résiliente. Mais nous avons des outils, et la nature est riche. En France, nous avons plus de 190-200 essences. Et parmi celles-là, il y en a qui seront plus résilients sous un. Alors tiens, justement, je rebondis là-dessus parce qu'on n'a pas du tout parlé de ce qui s'est passé au Canada, mais quand même, il faut en dire un mot. Peut-être sur l'impact climatique, c'est-à-dire que c'est un puits de carbone qui a brûlé, quoi. Alors, il faut expliquer ça. Oui, il y a deux choses. D'abord, là, aujourd'hui, si on regarde le dioxyde de carbone qui a été émis par les incendies, c'est 550 millions de tonnes. Donc, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, 550 millions de tonnes, c'est ce que le Canada a émis en 2021 juste par la combustion des énergies fossiles. Donc c'est énorme. Alors c'est émis brutalement. Il peut y avoir un effet qui va venir atténuer, c'est-à-dire que si la forêt se régénère, elle va se régénérer petit à petit. Et une forêt qui pousse, c'est une forêt qui absorbe beaucoup de carbone parce que faut construire un tronc, des branches et des feuilles. Et donc on peut avoir une sorte de compensation, mais c'est une compensation sur plusieurs décennies. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis faut-il encore que la forêt se régénère? Ça va dépendre du type de forêt qui va se régénérer. Est-ce que ça va être sur la même surface et ce genre de choses. On va terminer, Éric Boccardi, en étant précis sur les moyens. Puisqu'on se pose la question de l'adaptation de nos moyens humains et matériels à cette nouvelle donne des feux de forêt. Il y a combien de camions-citernes en France et il en faudrait combien, tiens, par exemple? Vous avez à peu près 3700 camions-citernes de feux de forêt en France. Pour être cohérent, puisqu'on a affaire à une annualisation et une globalisation aujourd'hui des incendies, pour être cohérent, il faudrait atteindre le palier de 10 000. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3700 camions-citernes de feux de forêt. Pour 60%, ils sont concentrés dans le sud-est de la France et dans le sud. Donc ça veut dire qu'il y a tout l'ensemble du reste du territoire national qui doit être équipé. Il y a 1 mois et demi de cela, je prends souvent cet exemple, la Haute-Saône venait d'être équipée de son premier camion-citerne de feux de forêt. On est à 87 000 sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, formés au risque feu de forêt. Pas tous les sapeurs-pompiers jusqu'à présent étaient formés. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers que dirige Grégory Allione aujourd'hui, l'entente de Valabre, donc ce fameux vecteur extrêmement important d'études du feu de forêt et de formation des cadres feu de forêt aujourd'hui, est en pleine demande et en pleine absorption justement de stagiaires pour continuer à renforcer l'ensemble des sapeurs-pompiers de tous les départements à la culture du risque feu de forêt et à justement la lutte contre les incendies, parce que c'est devenu un enjeu prioritaire. Mais c'est qu'aujourd'hui, notre capacité de produire des camions-citernes de feu de forêt, elle doit répondre à une logique française de réponse territoriale, mais aujourd'hui, ça doit répondre aussi à l'ensemble de l'Europe, puisqu'on a une culture et une industrie française qui répond aujourd'hui aux exigences et qui est fait aujourd'hui demander dans les autres pays européens. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Vous pouvez retrouver tous les programmes de la chaîne sur notre plateforme publicsénat.fr, c'est tout simple. Et puis notez que demain, Oriane Mancini, dans la matinale, à 8h, reçoit Henri Leclerc, l'avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonne soirée.